On est dans un gouvernement de droite, voire d'extrême droite. Aux universités d'été, des mouvements sociaux et des solidarités, quoi. Radio comment? Une émission en direct sur la Clé des Ondes tous les soirs de 19h à 20h. Et c'est Radio Commune, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous qui nous écoutez sur la Clé des Ondes, le 90.10 FM à Bordeaux, laclédesondes.fr partout ailleurs, et également sur Le Moment, média partenaire de cette radio éphémère et collective qu'on tient pendant 4 jours jusqu'à ce mardi, dans le cadre de l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, organisée notamment par Attaque et le CRID à l'université de Bordeaux sur le campus de Talence. Ce soir c'est Baptiste au micro et c'est Étienne à la technique, à la réalisation qu'on remercie chaleureusement. On va avoir ce soir encore un programme bien chargé. On va parler de la Palestine, comment on passait de la sidération à l'action. Et puis on va parler également des questions à la fois agricoles, d'accès à l'eau, d'utilisation de la ressource en eau, de solutions comme la sécurité sociale de l'alimentation dont on parle de plus en plus, et puis aussi en faisant le lien avec la question de l'extractivisme qui est déjà présente, cette notion-là, sur ces luttes autour de l'eau, mais aussi avec les luttes notamment en Kanaki. Voilà le programme et on va tout de suite, avant de dérouler ce programme, passer un petit thermomètre de l'université d'été des mouvements sociaux et des solidarités. C'est Camille qui est allée aujourd'hui, durant toute la journée, rencontrer des militants, militantes, publics de ce rendez-vous pour prendre un peu leur température. On écoute ça. Qu'est-ce que tu as vu dans cet événement jusqu'ici ? Alors moi du coup je suis arrivée hier, donc comme je disais j'ai vu les concerts hier soir et le début de la conférence gesticulée, et ce matin je suis venue à 9h30 pour voir l'atelier sur la Kanaki, sur l'indépendance de la Kanaki. Alors oui, j'ai été choquée par ce que vit le peuple kanak, et j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que c'est une lutte que je suis de loin, mais je connaissais pas dans le détail ce qui pouvait se passer. J'avais suivi à un moment donné, surtout l'an dernier, quand il y avait eu les grosses révoltes, mais là je suivais plus depuis un moment, donc là ça a permis de faire un petit peu une mise à jour de ce qui se passe et puis de pouvoir écouter des personnes qui sont dans ces luttes-là et qui vivent ça dans leur chair et dans leur sang, quoi. Donc c'était super intéressant j'en ai appris plus. Et après ça m'a donné envie comme d'habitude, à chaque fois que je fais des événements comme ça, de m'investir encore plus, et à chaque fois je me dis qu'on n'a pas le temps au quotidien de s'investir autant que ce qu'on voudrait dans toutes les causes qui nous tiennent à cœur, mais voilà, en tout cas ça m'a donné, ça fait du bien aussi de se retrouver avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui sont intéressées par certains sujets, qui sont maltraités dans les médias et voilà. Il y a d'autres moments que tu as envie de voir pour le reste de l'université d'été ? D'autres événements, du coup comme je disais, l'atelier cet après-midi, parce que sur un peu tout ce qui se passe en Amérique latine, ça m'intéresse bien. Après demain et après-demain je travaille, donc je ne pourrai pas être là, mais voilà. Et si cet après-midi la plénière aussi sur les droits des peuples, ça m'intéresse. Vous disiez que vous étiez arrivé hier. Qu'est-ce que vous avez vu jusqu'ici ? Nous, on a vu quand même ce matin une conférence gesticulée qui était vraiment bien, parce que ça abordait beaucoup le thème de pouvoir et les problèmes entre aussi les militants, que c'est pas évident. On fait beaucoup d'universités d'été, on fait partie de l'Attaque. Et on retrouve ici quand même un esprit assez libre, s'exprimer, c'est enrichissement, on a des dialogues avec les personnes, c'est plutôt agréable. Presque un rituel pour faire au lieu de faire les vacances, on participe à cette réunion-là et ça nous fait du bien. Ça nous fait des vacances qui ont un sens parce que c'est vraiment bien de pouvoir discuter avec des gens qui voient clair et qui nous apprennent aussi des choses. Même j'ai 80 ans, mais j'apprends à chaque université d'été, j'apprends des choses et ça me ravit, ça me rajeunit. Voilà. Le thème pour moi je suis économiste, macroéconomiste de formation, ça fait que ça m'intéresse à Attaque pour
pour la fiscalité, le monétarisme, tous ces problèmes économiques. J'ai affaire plutôt d'économiques atterrés qui sont notre vision de gérer l'économie dans les pays. Moi, au fait, je m'intéresse un peu à toutes différentes choses parce que, ayant jamais fait des études, c'est pour moi comme si je découvre la vie des étudiants sur les bancs et d'écouter les discours et tout ça. Ça me passionne maintenant. Je voulais rien savoir quand j'étais jeune et aujourd'hui, je me régale. Vu que je ne suis pas un peu trop nouveau, donc maintenant, le fait de participer à l'université d'été, je le fais plus comme auparavant. Avant, j'étais dans plusieurs ateliers, mais maintenant, j'y cible quelques ateliers qui me semblent être utiles à mes projets d'avenir et puis j'y participe. Donc, après ça, je suis allé à une activité, un module de formation pour les militants, comment se défendre, comment réagir au cours d'une arrestation ou au cours d'un sit-in. Non, bon, il y a toujours des surprises lorsqu'on participe à des événements nouveaux et c'est plus comme l'ancien, mais il y a toujours. Et j'ai appris de nouvelles choses, le militantisme, les rapports entre hommes et femmes, le patriarcat, le matriarcat. Donc, c'est des leçons que je garde et savoir comment interagir dans une asso, dans les rapports du genre. Voilà, plus on est informé, mieux on anticipe. Et c'est mieux de savoir se comprendre au sein de l'organisation. Maintenant, pour l'autre, c'était une formation sur le militantisme et en face de beaucoup des sites. Donc là, ça m'intéresse davantage parce que mieux on connaît ses droits, mieux on sait réagir devant une force de l'ordre. Mais quand on ne connaît pas, là, c'est plus dangereux. Donc, par contre, pour l'autre, j'ai beaucoup appris, même si c'est un juriste de formation. C'est intéressant de participer puis de voir qu'est-ce qu'il faut dire devant le policier ou le gendarme et devant le policier, et comment se défendre et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Allez, on écoute, on rate pas. On est sur la radio commune en direct de la Clé des Ondes à l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités du 23 au 26 août. Voilà, merci à Camille pour cette petite température qu'on essaiera de reprendre dans les jours à venir. On s'intéresse tout de suite à la Palestine. Comment passer de la sidération à l'action ? C'est un peu la question qu'on se pose et qu'on avait envie de poser ce soir. Pour ça, j'accueille à mes côtés deux invités. Omar Al-Soumi, bonsoir à toi. Bonsoir. Tu es membre du collectif Urgence Palestine qui est basé à Paris. Surtout, peut-être en 3 mots, tu peux le présenter ? Je m'appelle Omar Al-Soumi, je suis palestinien de Silt al-Dahir, un beau village à côté de Jenin, au nord de la Cisjordanie. Et je suis né en France et je milite ici. Et Urgence Palestine, c'est un collectif aujourd'hui qui a une portée nationale. Il y a des comités à Montpellier, Lyon. On est dans une vingtaine de localités en France, pas encore à Bordeaux. Et mes salutations à tous nos amis de Bordeaux et de sa région. Merci Omar, et puis à tes côtés Raphaël Masson, bonsoir Raphaël Maison, et vous êtes tu es professeur de droit international. Je voulais commencer avec toi Omar, on voit cette situation, on entend des échos de cette situation catastrophique à Gaza et en Palestine depuis très longtemps, mais avec un sentiment d'accélération ces dernières années, derniers mois, dernières semaines, dernières heures même presque, avec cette opération militaire de l'armée israélienne à Gaza qui s'intensifie, des destructions, des dizaines de milliers de morts, des déplacés, un génocide en cours, une population affamée. Quand je parle d'accélération, c'est à la fois dans l'horreur et la colonisation israélienne avec ce plan d'occupation de Gaza et notamment de la ville de Gaza dont on entend parler depuis quelques jours, et puis aussi dans une sorte de reconnaissance. Alors on pourra revenir sur ce qu'elle cache ou pas cette reconnaissance, mais de plus en plus de gouvernements qui sont forcés de prendre des positions là-dessus, en tout cas d'en parler. Omar, ce matin, tu parlais de ténèbres, tu disais on est habité par les ténèbres, et en même temps, la vie et la résistance, elles sont toujours là.
en Palestine, à Gaza et aussi ailleurs. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ces deux aspects y coexistent chez les Palestiniens, que ce soit en Palestine ou aussi chez la diaspora, les Palestiniens qui sont exilés partout ailleurs? Omar? On vit des moments qui sont effectivement ceux d'une contradiction terrible, ceux de vivre habité par ces images d'horreur, ces images terribles d'enfants squelettiques qui crient leur faim, de familles déplacées de force une fois, 2 fois, 10 fois, parfois plus, par les bombardements et les offensives successives de l'armée israélienne. On vit dans ces ténèbres effectivement d'une guerre coloniale génocidaire, et en même temps, je témoigne du fait que notre peuple aujourd'hui reste habité par une foi profonde, d'abord dans la justesse et la justice de sa cause, mais aussi d'une forme d'espoir qui peut sembler peut-être irrationnelle, mais qu'on peut essayer d'expliquer. La fuite en avant génocidaire du régime israélien, cette démonstration de force brutale, est en réalité, de mon point de vue, la démonstration d'une extrême faiblesse. L'usage de la force militaire, l'usage de cette violence génocidaire est en réalité le dernier recours d'un ordre colonial dont la légitimité est totalement écrasée aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, il est évident que le régime israélien est un régime colonial, qu'il est aujourd'hui dirigé par des fascistes qui sont en réalité mus par une idéologie qui est raciste, suprémaciste, et par conséquent, c'est une fuite en avant qu'on aimerait pouvoir arrêter par nos mots, par nos actions, par nos manifestations, par nos boycotts, par ces conférences. C'est une réalité qui pose des questions terribles en fait à notre peuple, le peuple palestinien, mais à l'ensemble des peuples de la région, et je pense même à l'ensemble des peuples du monde. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter un génocide en 2025, au XXIe siècle? Comment est-ce que c'est possible même que cette terreur et cette violence se déchaînent de cette façon? C'est des questions qui habitent chaque instant de nos jours, de nos nuits. Et la réalité, c'est qu'il y a des réponses, il y a des possibles. Et la plus évidente des réponses, c'est celle du droit, et notamment la nécessité, l'exigence de sanctionner le régime colonial israélien. Et c'est une revendication aujourd'hui qu'on porte, nous, Palestiniens, depuis le début, mais qui est aujourd'hui presque consensuelle. Même Le Monde, qui n'est pas un journal de l'extrême gauche française, à ma connaissance, dit qu'il faut des sanctions diplomatiques, politiques, économiques, culturelles contre Israël et contre ce régime. Et la réalité, force est de constater, est que la France, l'Europe, l'Occident s'entêtent à offrir une impunité qui reste presque totale au régime israélien. Et tout le monde se pose la question comment on peut arrêter un génocide, comment défaire l'étau de ce blocus sur la bande de Gaza. La réponse, elle est claire, c'est en sanctionnant le régime colonial israélien. Les sanctions, elles sont multiples, de différents ordres, on pourrait en parler davantage, mais je crois que... Raphaël Maison, ce matin, dans l'atelier qui était consacré à ce sujet-là, vous disiez que même la Cour internationale de justice, dans ses dernières décisions, recommandait un certain nombre d'actions, dont des sanctions contre Israël, et que ces sanctions, en fait, voilà, c'est quelque chose qui paraît logique, normal presque, et que pourtant, personne ne le fait. Oui, absolument. D'abord, permettez-moi de rendre hommage aux médias indépendants, parce qu'en tant que professeur, même en tant que professeur de droit international, on a vraiment du mal à s'exprimer dans les médias, notamment sur la question du génocide, qui a été très très longtemps tabou. Ça commence à bouger un peu, mais c'était vraiment très difficile de porter cette analyse, qui pourtant est très claire. Ce qui se passe à Gaza correspond parfaitement à la définition du génocide. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à dire et à redire, parce qu'au génocide s'attache un régime spécifique, et c'est pour ça que les États ne veulent pas employer le mot, ou que Emmanuel Macron nous a dit ce sera aux historiens le moment venu d'employer le mot. Non, le mot doit être employé immédiatement. D'ailleurs, la Cour internationale de justice l'emploie
risque de génocide qui s'accroît. Bon, maintenant, on est vraiment en situation génocidaire. Et ça engage un régime de responsabilité spécifique, c'est-à-dire que tous les États doivent prendre les mesures pour prévenir et ne pas se rendre complices de génocide. Donc ne pas livrer des armes, sanctionner économiquement Israël, suspendre l'accord d'association de l'Union européenne, prendre des mesures contre les entreprises nationales qui participent à l'occupation ou à l'illicite, prendre des mesures contre les nationaux, les binationaux, et qui vont bientôt de nouveau être appelés à servir dans l'armée israélienne, à servir dans l'offensive génocidaire. Franco-israéliens qui seraient appelés par le gouvernement israélien. L'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière a dit que les États invitaient les États à prendre des mesures, notamment des interdictions de voyager contre ces personnes qui participent à l'offensive génocidaire. Donc c'est clair, le régime est clair. Les États doivent prendre des sanctions contre Israël, mais j'ajouterais que bien sûr c'est un génocide perpétré par Israël, mais également perpétré par les États-Unis avec une aide directe, ainsi que d'autres États occidentaux, le Royaume-Uni, l'Allemagne, un peu moins la France, mais enfin la France a une politique de répression des mouvements de soutien au peuple palestinien ou des mouvements palestiniens en lutte qui est extrêmement problématique. Et puis on a toute cette thématique de la guerre contre le terrorisme qui a complètement pollué le débat sur la Palestine depuis 2 ans. Donc c'est clair qu'au niveau juridique, si vous voulez, c'est clair que les sanctions sont tout à fait possibles. Elles sont même, la Cour internationale de justice les recommande, s'agissant à la fois du génocide à Gaza et de l'ensemble de l'occupation israélienne de la Palestine. Mais moi, je dirais qu'à ce stade, où vraiment on a peur que le peuple palestinien de Gaza disparaisse, il faut autre chose que ces sanctions-là. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut une intervention pour forcer le blocus. Sinon, dans 3 mois, la moitié de la population de Gaza sera vraiment morte. Donc il faut, puisqu'on ne veut pas soutenir les mouvements de résistance, au moins forcer le blocus, y compris par des moyens militaires. Il faut porter cette idée d'intervention d'humanité qui a été ressassée pour le Kosovo, pour la Libye. Là, on n'en entend plus du tout parler. Or, c'est pas très compliqué de faire entrer les biens de première nécessité à Gaza. C'est quand même pas extrêmement compliqué, mais il faudrait employer en partie la force. Alors je voudrais enfin alerter vos auditeurs parce que le président français avance ce soutien à la Palestine par le moyen de la reconnaissance de l'État de Palestine qui est déjà reconnu par plus de 140 États. Mais je voudrais alerter, cette reconnaissance, ça serait la reconnaissance qui est prévue, c'est la reconnaissance d'un État très diminué, d'un État démilitarisé, d'un État sous contrôle économique, d'un État politiquement non autonome, avec désarmement des mouvements de libération nationale et aussi interdiction de participation aux élections pour certains mouvements qui ne sont pas dans la ligne acceptée par les États occidentaux. Donc à New York, il va y avoir une bataille à l'Assemblée générale, je pense, en septembre 2025. Et il ne faut pas tomber dans ce leurre qui nous est présenté de la France soutient la Palestine parce qu'elle soutient la reconnaissance de l'État palestinien. Ce qu'il est question de reconnaître, c'est un État parfaitement diminué et qui répond parfaitement à l'agenda israélien. Alors justement, face à cette absence de volonté politique sur ce sujet-là, en tout cas de l'État français comme de beaucoup d'autres États, que faire ? Est-ce que c'est un enjeu, Omar, pour toi, pour Urgence Palestine, de mettre la pression sur les États, sur les gouvernements, sur les élus, à toutes les échelles ? Ou est-ce que l'énergie vaut mieux d'être mise ailleurs, dans des actions de boycott de certains produits qui viennent de colonies israéliennes ? Comment est-ce que toi tu vois un peu l'éventail des actions qui sont à notre échelle de citoyens, de militants, militantes, de collectifs, et où est-ce qu'il faut mettre son énergie ? Il y a une question majeure juste sur la question de la reconnaissance. De façon très simple, on peut dire juste, est-ce qu'il y a plus à manger dans la bande de Gaza aujourd'hui déclarée en situation de famine du fait de la promesse de reconnaissance d'un État palestinien diminué par Macron ? La réponse est très claire, c'est non. Donc la priorité et l'urgence, elle est à un autre endroit. Elle est à celui de la lutte contre le blocus, contre le siège, et donc à cet endroit des sanctions. Mais, bien sûr, on a un problème aujourd'hui majeur de démocratie, ou plutôt de manque de démocratie.
dans les sociétés occidentales prétendument libérales, où on voit bien en réalité que la souveraineté populaire n'est plus de mise, ou bien que aujourd'hui une majorité d'habitants de ce pays déclarent leur soutien à la cause palestinienne et leur refus en tout cas de cette violence génocidaire, eh bien le gouvernement persiste et s'entête à soutenir le régime colonial israélien. Dans cette situation, je ne pense pas qu'il faille abandonner ces revendications parfaitement légitimes. Et en dernier ressort, notre victoire, elle sera effectivement le jour où nous aurons obtenu l'abrogation de cette loi qui permet aux franco-israéliens d'aller servir dans cette armée d'occupation, le jour où nous aurons obtenu la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mais on ne va pas faire qu'attendre. Et on ne va pas faire que crier dans les rues. Et donc, on a des outils qui sont immédiats. Madame parlait juste à l'instant de l'exigence de mettre fin à ce blocus, y compris par des interventions étatiques. Et en attendant, les flottilles continuent de s'élancer, les unes après les autres. Il y a aujourd'hui un mouvement populaire international qui vise à mettre fin à ce blocus. Chaque navire est arraisonné, c'est un acte de piraterie, il faut le dire, qui est commis par l'armée israélienne. Mais au lieu d'arrêter le mouvement, au contraire, il s'amplifie. Et je pense de la même façon, c'est aujourd'hui des sanctions populaires qui doivent être infligées à ce régime colonial. Et les sanctions populaires, elles sont là. C'est le boycott. J'ai le souvenir, moi, d'un Stade de France vide, le jour où la France s'entêtait à accueillir l'équipe nationale israélienne pour célébrer cette amitié entre les deux États par le match de foot. Mais il y a 1000 exemples aujourd'hui d'un boycott populaire, de sanctions populaires qui sont infligées, en particulier par des actions de blocage de la chaîne logistique. Aujourd'hui, les armes américaines, notamment britanniques aussi, continuent d'abonder la machine de guerre israélienne. Et aujourd'hui, il y a des militants qui, dans les ports européens, s'interposent directement pour empêcher ces armes d'arriver dans les mains de l'armée israélienne. Donc il faut saluer ces militants, il faut dire combien il y a une forme de complicité terrible dans l'impunité offerte d'un côté aux Israéliens et de l'autre côté dans cette répression qui non seulement continue mais en réalité s'intensifie. Le groupe Palestine Action en Grande-Bretagne qui a bloqué des usines britanniques et israéliennes d'armement se retrouve aujourd'hui qualifié d'organisation terroriste. Dire « je soutiens Palestine Action » en Grande-Bretagne peut vous valoir une incarcération. Et donc on est dans un moment, encore une fois, où bien sûr Netanyahou est dans une fuite en avant terrible, mais où en fait l'ordre colonial occidental est en train de se raidir d'une façon absolument inouïe. Et face à cela, encore une fois, notre réponse c'est la solidarité, c'est la persistance et c'est cette résistance commune. Et je le dis aujourd'hui, vu l'ampleur de la violence génocidaire à laquelle on fait face, on appelle bien sûr tout le monde à participer encore et encore aux mobilisations partout en France, mais on le dit aussi, nous, Urgence Palestine, en tant que Palestiniens organisés ici contre le colonialisme, on appelle aussi les Français à participer massivement aux mobilisations du 10 septembre. On a un intérêt commun aujourd'hui à ce que ces gouvernements à la légitimité plus que bancale, qui aujourd'hui sont au service d'intérêts qui sont tout sauf ceux des peuples, soient au moins contestés, voire, il faut le dire, balayés. Merci beaucoup Omar. Raphaël Maison, peut-être en quelques mots, comment vous voyez l'urgence et où mettre son énergie dans ces temps-là, très rapidement? Moi, en tant qu'intellectuel et universitaire, je ne suis pas spécialiste des formes de lutte. Je trouve que les actions syndicales pour bloquer le départ de l'armement, c'est très bien. Les flottilles, je trouve que c'est très bien aussi parce que ça montre ce que les États devraient faire et ce que les citoyens essayent de faire parce que les États ne le font pas pour casser ce blocus, mettre un terme au siège de Gaza. C'est absolument critique, c'est absolument urgent. Donc, toutes ces formes d'action me semblent très bien, mais en tant que, je dirais, universitaire, moi, mon objectif, c'est d'essayer de lutter contre tout ce discours de propagande qu'on a eu depuis 2 ans, voire plus. Et c'est pour ça que je pense que les médias indépendants, c'est très important. Mais
lutter contre la propagande. En fait, je crois que les populations ont compris, parce que moi je me promène dans Bordeaux, je vois plein de slogans. Ce matin encore, ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Vous voyez ça sur les murs. Donc les gens, en fait, les populations, globalement, ont compris ce dont il était question. Ce qu'il faut maintenant, c'est accéder à un public un petit peu plus large pour mettre la pression. Par exemple, je sais pas, le public du Monde, qui lit Le Monde, le public qui lit Télérama, bon, le public qui lit Le Point, là, je crois que c'est pas trop la peine. Mais donc, essayer d'élargir un peu vers ces publics-là l'analyse réelle de la situation et les éléments de droit qui viennent soutenir la cause palestinienne très clairement jusqu'à ce jour. Merci beaucoup Raphaël Maison, professeur de droit international. Merci beaucoup Omar Al-Soumi. On va terminer, désolé c'est très court, il y a beaucoup trop de sujets à aborder pendant cet événement. On termine avec le témoignage de militantes bordelaises qui se sont lancées dans une grève de la faim il y a 12 jours et qui étaient présentes ce matin. On les écoute. Moi je m'appelle Pekka, je fais partie des grévistes qui sont en grève de la faim à Bordeaux. En grève de la faim pour lutter contre le sionisme de notre ville, parce que sinon on y participe, qu'on le veuille ou non. On exige plus précisément en fait, la fin définitive du jumelage entre Bordeaux et Ashdod, qui est du coup une ville coloniale en Israël, qui a été construite sur les vestiges de la ville palestinienne d'Ashdod, et qui a aussi un positionnement assez stratégique par rapport au blocus sur la bande de Gaza, et qui est aussi la ville où, là on l'a bien vu avec les différentes flottilles qui avaient pour mission d'essayer de briser le blocus, notamment humanitaire sur Gaza. En fait, lorsque ces personnes étaient kidnappées en eau internationale, c'est dans les prisons d'Ashdod qu'elles sont emmenées. Donc en tant que Bordelais, Bordelaise, on a une responsabilité, puisque notre mairie, notre maire, notre commune participe d'une façon ou d'une autre en fait, à perpétuer la possibilité de la violence coloniale et apartheidiste de l'État d'Israël. La suspension, déjà, elle est éphémère, elle est en vue d'exiger un cessez-le-feu, et du coup elle ne prend pas en compte elle prend en compte que comme si cette période, c'était que sur cette période-là de violence et de génocide, alors qu'en fait c'est quand même une ville qui, avant même le début de ce génocide, il y a plus de 2 ans, était déjà une ville coloniale, s'est déjà construit sur l'expropriation, sur le massacre en fait, de Palestiniens et Palestiniennes. Et Bordeaux, au vu de son histoire coloniale et au vu de comment est-ce qu'elle revendique avoir été aussi un espace de résistance, en fait c'est incohérent avec le fait d'être en partenariat avec une ville issue d'un État colonial. Et donc l'arrêt définitif, c'est aussi pour responsabiliser la mairie, notre ville, et du coup nous en tant qu'habitants et habitantes de cette ville, sur est-ce que c'est comme ça qu'on va habiter notre ville, dans des partenariats avec des villes et des entités coloniales, quoi. Comment vous avez choisi ce mode d'action de la grève de la faim ? Déjà on a été inspirés pas mal par les différentes initiatives internationales qui se sont lancées tous ces derniers mois, les flottilles, les marches. Et surtout, on a pris connaissance du mouvement Hungry for Justice in Palestine, qui a été initié notamment par des soignants et soignantes de France et de Belgique qui sont allés à Gaza et qui, en revenant, ont lancé cette action. Et donc, en fait, on répond en fait, à cette action. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Déjà, principalement parce qu'en fait, on a des moyens limités quand on ne fait pas partie de la sphère politique ou quand on n'a pas de moyens économiques. Du coup, ce qu'on peut utiliser, c'est nos corps, et nos corps qui sont très privilégiés dans une ville et un pays qui est très privilégié. Utiliser nos corps à travers du coup cette question de la faim, à la fois en empathie avec les Palestiniens et Palestiniennes qui sont dans une condition de famine, d'extermination, de génocide, et pour visibiliser en fait aussi auprès de nos institutions que on n'est pas dans l'indifférence, et que on sait utiliser nos corps, nos matérialités pour aussi dénoncer leur indifférence et leur inaction, quoi. Là, on est le 24 août, ça fait 12 jours que vous êtes en grève. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec la mairie, ou voilà, comment est-ce que ça avance ? Alors au premier jour de grève, on a informé la mairie du coup que cette grève commençait.
Depuis, on silence radio. On n'a pas de retour de la mairie. On sait que des médias ont aussi demandé à la mairie une réponse face à cette grève, donc on n'a pas de retour sur le sujet. Il y a un appel à rejoindre la grève, donc à devenir gréviste, que ce soit pour une période plus ou moins longue. Parce que principalement déjà les personnes qui sont en grève actuellement, c'est pas les personnes les plus privilégiées de nos espaces, c'est des personnes racisées, c'est des personnes qui n'ont pas forcément tout le temps la nationalité. Donc il y a aussi une question de se responsabiliser en tant que personne privilégiée dans cette ville, de mettre aussi son corps en action. Et puis aussi de dire que c'est pas une action exceptionnelle ou qui paraît insurmontable. En fait, tout le monde peut facilement se mettre en grève, déjà parce qu'on est quand même dans un espace hyper privilégié, parce qu'on est entouré par une équipe médicale, on est entouré par des personnes qui prennent soin des grévistes, donc que c'est possible, que c'est faisable, que c'est pas si dur que ça et qu'en fait on a juste besoin de personnes qui passent à l'action, qui sortent de le fait d'être un petit peu frisé, un peu bloqué, quoi. Comment on fait pour vous contacter ? Donc on peut nous contacter notamment sur Instagram au nom de hungryforjusticeinpalestine.bdx et nous voir différents rassemblements où on est souvent présent sur Bordeaux. Merci beaucoup Pekka, donc gréviste de la faim pour la Palestine. Merci à vous. Radio Commune. On arrête tout, on va dans l'autre sens et on fait la fête. Ça va comme ça ? En direct de la 4e édition des universités d'été des mouvements sociaux. Et pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent sur la clé des ondes, sachez que l'émission Spy Market qui commence normalement à 7h est dans les starting blocks, mais Vince nous laisse gentiment quelques minutes. On va continuer jusqu'à 20h et puis ce sera de la musique ska, reggae, etc. Et ce sera génial. On enchaîne avec la deuxième partie de cette émission. On parle d'agriculture avec toi Didier, salut. Bonjour. Voilà, on va changer de sujet, mais pas tant que ça, puisqu'on abordera un thème qui vous est cher à tous. En fait, il s'agit d'alimentation, il s'agit de l'eau, il s'agit aussi de demandes sociales autour d'une sécurité sociale de l'alimentation, qui inclut bien sûr l'eau, et qui touche aussi le monde agricole, le monde paysan. Voilà. Et la première question que j'ai envie de poser à mes invités, ce sont des questions sur la situation en France en matière justement d'alimentation, de ressources en eau, de capacité à ce niveau-là. Et je la pose dans un premier temps à Antoine du CIVAM et à Eric du Miramap. La première question, c'est en termes d'alimentation, Antoine et ensuite Eric, quels sont les besoins d'une alimentation de qualité pour tous ? Quelle est la situation en France en cette matière-là ? Moi j'ai envie de vous partager un petit peu des données qui sont issues d'un rapport qui a été publié en 2024 par plusieurs associations, dont Réseau CIVAM, mais aussi donc le Secours catholique, Solidarité Paysan et la Fédération française des diabétiques, qui décrivent de manière comptable l'état de notre système alimentaire dans sa globalité. Et donc en fait, pour faire bref, il y a rien qui va. D'un côté du système alimentaire, on a des paysans et des paysannes de moins en moins nombreux et nombreuses qui ont du mal à vivre de leur métier. Il faut savoir qu'il y a 20% à peu près des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. De l'autre côté, on a des consommateurs et des consommatrices qui ont de plus en plus de mal à s'alimenter correctement. Un autre chiffre, donc, c'est qu'il y a 8 millions de Français aujourd'hui qui sont en insécurité alimentaire et qui en plus tombent de plus en plus malades du fait d'une mauvaise alimentation. Il y a par exemple une augmentation de 160% des cas de diabète en 20 ans. Et tout ça est fait dans des conditions écologiques catastrophiques. Et on le voit bien, il y a par exemple 30% de pertes d'oiseaux des champs en 15 ans à peine. Donc voilà, donc le système alimentaire va mal, et en plus il est alimenté par des sommes astronomiques d'argent public. Donc c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont injectés dans notre système alimentaire et qui sont mal dirigés. Alors précisément, Eric, toi tu es représentant du Miramap, c'est-à-dire de l'association des AMAP en fait, qui offrent donc de l'alimentation aux citoyens. Comment juges-tu justement le niveau de l'alimentation actuellement ? Bien sûr en quelques minutes. Ce que je peux dire, c'est que le mouvement des AMAP effectivement
touche 250 000 personnes, on va dire, familles, mais qu'il est complètement inoffensif par rapport au système agro-industriel et que c'est pas parce que nous, on développe les circuits courts en faisant en sorte que toute la plus-value aille aux producteurs, mais on ne touche pas assez et on n'arrive pas à notamment faire en sorte que les coûts de production soient vraiment payés au juste prix, comme l'a dit Antoine. Eh bien, on va continuer sur cet état des lieux en abordant la question de l'eau. Enfin, l'eau, c'est une ressource évidemment, naturellement, évidemment essentielle. Qu'est-ce que tu peux dire, Sylvie, de cette ressource et de cet état de la ressource? Mais ce matin, dans un atelier, j'intervenais pour le réseau Hydre et effectivement, on a fait le constat amer que toute la ressource en eau est attaquée, polluée par notamment les pesticides, mais aussi les nitrates, et que il y a les sols aussi qui sont ruisselés, qui sont lessivés par l'eau de pluie, qui prennent aussi beaucoup de pesticides. Il y a des chercheurs juste à côté dans un laboratoire qui s'appelle EPOC qui ont fait le point. 98% des sols en France sont pollués par les pesticides, au moins un pesticide. Donc on pourrait dire c'est partout, c'est catastrophique. Face à ça, est-ce qu'on va faire une surenchère technologique pour équiper les stations d'épuration, d'osmoseurs, de choses comme ça qui coûtent un bras, qui coûtent les yeux de la tête et qui coûtent énormément en énergie? Ou est-ce qu'on va faire le seul truc intelligent, protéger les captages? On va commencer par là. Il y a des syndicats de l'eau qui le font à Paris. Ils ont décidé, plutôt que d'épurer l'eau, d'aller payer les paysans pour qu'ils fassent de l'agriculture biologique autour des captages. Il y a 117 paysans qui font ça, 17 000 hectares, et en plus on peut leur acheter ce qu'ils produisent pour nourrir les cantines en bio. Donc c'est avant même une sécurité sociale d'alimentation, c'est déjà une démarche qui est vertueuse, un cercle vertueux. Et donc il y a comme ça des initiatives possibles de toute urgence, parce que c'est tout le système de production agricole qu'il faut modifier. On a parlé de ce projet qui s'appelle le TIFA, le 10 Years for Agroecology. Donc c'est un projet qui vise en 2050 d'arrêter tous les pesticides et les intrants et de nourrir tout le monde. C'est possible. Les chercheurs agronomes ont travaillé sur ce programme et c'est possible. Sylvie, j'ai oublié de dire que tu étais membre et fondatrice ou directrice de l'association Hydre. Hein, membre, parfait. Voilà. Et de Alerte Pesticides. Voilà. Mais bien sûr, cette situation de l'alimentation, il ne faut pas oublier dans cette recherche, analyse de la situation, de voir la situation des paysans eux-mêmes. Or, depuis à peu près 60 ans, 70 ans, le monde paysan souffre. Peux-tu nous décrire, en quelques minutes bien sûr, malgré tout, cette situation? Puis on abordera enfin après quelques pistes comme la sécurité sociale de l'alimentation. Oui. Alors, bien sûr, Ndika, tu es membre de la Confédération Paysanne 33, hein, et voilà, et donc tu peux parler à ce titre-là du monde paysan. Bonsoir, du coup. Les constats, c'est que dans les dernières 20 ans, on a perdu à peu près la moitié des agriculteurs en France. On est passé de presque 1 million dans la fin des années 90 à un peu moins de 400 000 aujourd'hui. Et les constats ne s'arrêtent pas là parce qu'on est à plus de 50 ans d'âge moyen pour les paysans et on a 40% des paysans qui partent à la retraite potentiellement dans les 5 années à venir. Donc d'un côté, on a un besoin essentiel de renouvellement de génération, mais de l'autre côté, on a un problème de revenus avec plus de 17% des paysans sous le seuil de pauvreté. Ça atteint 22% dans les cas dans lesquels les deux conjoints travaillent sur l'exploitation. Et donc du coup, on a un problème de revenus et du coup, on va avoir besoin de politiques publiques ambitieuses pour résoudre ça et des réponses collectives pour pouvoir d'un côté répondre aux enjeux de société d'une alimentation qui nous nourrit et qui protège l'environnement, mais de l'autre côté, qu'ils soient capables de rémunérer des paysans et de générer des vocations pour continuer à installer. Tout à fait. Donc un système qui n'est pas capable de garder ses paysans sur les terres, mais qui en plus produit une alimentation de mauvaise qualité, on peut dire même de qualité, détruisant, diminuant vraiment les capacités de santé. Donc ce problème, ce système,
On ne va pas l'analyser dans le détail, on n'en a pas le temps, mais regardez qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme piste. La sécurité sociale de l'alimentation commence à faire vraiment parler d'elle. On voit des mouvements importants. Peut-être peux-tu, Gisèle, nous parler rapidement d'abord de la sécurité sociale à l'origine. Qu'est-ce que c'était ? En quoi cette promesse avait justement lançait quelque chose de fort. Donc bonsoir à tout le monde déjà. Donc je fais partie de Sud Recherche, Gisèle, donc d'un syndicat qui fait partie de Solidaire. Du coup, la sécurité sociale, elle a été créée, donc, la sociale a été créée en 1946, je ne sais pas si on m'entend. Je veux rappeler que la sociale, c'est différent de l'État social. Voilà. L'État social, c'est les citoyens qui gèrent. Alors que l'État social, c'est l'État. Enfin, je le dis parce que c'est une lutte de tous les jours, parce qu'on oublie un peu ça. Voilà. Et j'inscris la sécurité sociale de l'alimentation dans la sécurité sociale, c'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de la sécurité sociale de demain. Comme par exemple, il pourrait y avoir aussi une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de l'environnement. Les syndicats s'en emparent vraiment aussi. Voilà, je mets tout. Et en fait, je suis allée à l'Assemblée nationale une fois il y a pas longtemps, au mois de mai, et ce qui m'a interpellée, c'est que les partis de gauche en fait parlaient d'un programme justement qui allait être axé sur la sécurité sociale. Donc je pense que la sécurité sociale de l'alimentation a de beaux jours devant elle. Voilà. Exactement. Mais c'est effectivement cette promesse-là que la sécurité sociale veut tenir. Est-ce que tu peux, Sébastien, tu es toi-même, tu te présenteras rapidement, mais nous dire les grands principes de cette sécurité sociale alimentaire, de l'alimentation, pardon, voilà. Oui, bonsoir. Donc Sébastien, également de Sud Recherche. Alors en effet, la sécurité sociale de l'alimentation, elle s'inscrit dans la continuité ou dans l'extension de la sécurité sociale telle qu'elle existait en 46, de 46 à 67, avant qu'elle soit détournée ou que le contrôle par l'État soit repris, et même avant ça, que soit instauré le paritarisme entre les syndicats patronaux et syndicats de salariés, qui de facto donnait tout le pouvoir décisionnel aux syndicats de patrons. Donc l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est de revenir au fonctionnement et au pouvoir décisionnel des salariés dans la sécurité sociale de 46 à 67, et de détendre, de donner une nouvelle branche, d'étendre la sécurité sociale, de lui donner une 6e branche en l'état de l'alimentation, pour couvrir un énième risque que ne couvrait pas la sécurité sociale de 46-67, donc le risque de précarité alimentaire, de non-souveraineté alimentaire, de ne pas pouvoir choisir son alimentation suivant sa culture, ses modes de vie, et d'avoir une alimentation saine et durable. Donc ça s'inscrit dans cette continuité-là, cette sécurité sociale de l'alimentation, et ça s'articule depuis donc les premiers travaux sur la sécurité sociale de l'alimentation. Ça vient un petit peu au mi-temps des années 2010 avec les premiers travaux de Bernard Friot et d'Ingénieurs sans frontières pour mettre un petit peu en place tout ça. Et ça, c'est un petit peu construit autour d'un collectif national, le collectif national de la SSA, qui a mis en place pour pouvoir travailler ensemble. Donc là maintenant on est à 30-40 organisations dans ce collectif national, et pour pouvoir... Syndicats, je crois, alors des syndicats, des collectifs, des associations, c'est assez varié, divers et varié, et donc il n'y a pas que des syndicats et des associations, mais il y a aussi des collectifs pour expérimenter dans la chair comment on pourrait organiser une sécurité sociale de l'alimentation.
Et alors, juste pour dire que, en effet, on a discuté de tout ça dans le collectif national et on arrivait plus ou moins à un socle commun avec 3 piliers pour qu'on puisse parler de la même chose entre nous et qu'on ait un vocabulaire commun. Donc, le premier pilier, c'est l'universalité, c'est que tout le monde puisse bénéficier de cette sécurité sociale de l'alimentation, qu'on s'appelle Bernard Friot, oui, ou Bernard Arnault, ou Édouard Leclerc, ou le citoyen ou citoyenne lambda. Donc qu'on puisse bénéficier de cette sécurité sociale de l'alimentation. Le deuxième pilier, c'est la cotisation pour pouvoir financer ce modèle de sécurité sociale. Et le troisième, c'est le conventionnement, c'est-à-dire pouvoir décider de manière démocratique et politique qu'est-ce qu'on veut pouvoir produire et consommer. Voilà, très rapidement ce que sont les 3 piliers de la sécurité sociale de l'alimentation tels que définis par le collectif national de la SSA. Impeccable. On va compléter un tout petit peu cette présentation de la sécurité sociale de l'alimentation par le point de vue aussi du monde paysan. Mais peut-être peux-tu nous rappeler quelques exemples d'expériences de la SSA ? Alors je peux peut-être le faire aussi. Tu parlais d'une 30aine d'associations, mais je pense qu'il y a une 20aine d'expérimentations en cours ou en préparation. Les plus connues, ce sont celles de Montpellier, ce sont celles de Bordeaux. Il y a celle aussi de Grenoble qui est en cours, qui se lance, mais il y en a beaucoup d'autres. De Cadonnet, effectivement, dans le Vaucluse, tout à fait. Mais donc, je reviens à la question, s'il te plaît, Ndika, peux-tu nous donner le point de vue du monde paysan à ce niveau-là ? Ouais. Il ne faut pas oublier qu'en plus de l'accès à l'alimentation, il y a aussi l'enjeu de remettre la démocratie dans les choix des politiques alimentaires et des politiques environnementales qu'aujourd'hui on pratique, au fait, et dans lesquelles aujourd'hui sont complètement opaques et inaccessibles à la plupart des citoyens. Donc en gros, nous, on est clairement dans cette démarche de remettre, que ce soit du côté des paysans ou des consommateurs et de tout le monde, en fait, que tout le monde ait son mot à dire sur les politiques alimentaires que la société mène. Mais pour nous, c'est un outil pour répondre à cet enjeu d'installation, de renouvellement des générations, des transitions vers un modèle agroécologique qui nous permet de continuer à cultiver la terre d'ici plusieurs décennies, voire centaines d'années. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Pourquoi exactement ? Oui. Au fait, la création de politiques alimentaires qui génèrent un volume monétaire et la capacité aux gens de consommer des produits qui respectent certains cahiers des charges, ça permettrait de garantir des revenus à des paysans qui respectent ces cahiers des charges, d'assurer des débouchés pour les paysans et les paysannes, de financer des méthodes, des ateliers de transformation adaptés au territoire et qui du coup puissent rassurer les gens qui sont dans une transition, donc que ce soit des paysans installés qui vont changer de pratiques ou des nouvelles personnes qui vont s'installer avec une plus grande assurance de que le modèle des fermes va être viable dans le long terme. Là où aujourd'hui il règne les politiques de marché et le commerce international fait sa loi, faisant que beaucoup de productions aujourd'hui, comme une grosse partie de l'élevage, ne soient pas viables en France à cause de la concurrence d'autres pays, au coût de l'environnement et au détriment des peuples autochtones de certains pays. Exactement. Alors peut-être pour être encore un tout petit peu plus concret pour ceux qui nous entendent, comment ça va se pratiquer concrètement, je dirais, par exemple, par exemple à Montpellier. Il est prévu que, là vous pourriez en parler concrètement, Antoine ? Oui. Comment ça se passe pour les consommateurs ? Pour les consommateurs. La sécurité sociale de l'alimentation. Une caisse, comment ça fonctionne ? Oui, globalement, l'idée c'est qu'il y a une caisse commune. Donc tout le monde cotise dans la caisse pour fournir une alimentation conventionnée, ce qu'on vient d'expliquer. Et donc l'idée globalement, c'est qu'on pourrait avoir une sorte de carte vitale de l'alimentation qui est créditée tous les mois de 150 €. C'est un montant qui a été réfléchi par le collectif national. Qui nous permettrait du coup d'aller acheter les aliments qui sont conventionnés tous les mois et pour tout le monde. Tout à fait. Alors,
Pour l'instant, on a besoin de l'argent des politiques publiques aussi. Il n'y a pas que les cotisations pour l'instant, dans les expérimentations. Tout à fait. On est obligé d'aller chercher de l'argent ailleurs. Alors, moi, je pense qu'on pourrait développer, parce que c'est extrêmement riche comme question, il y en a énormément, mais je voudrais quand même qu'on voit de quelle façon cette sécurité sociale de l'alimentation peut répondre aux différents problèmes qu'on a évoqués au tout début. Aux problèmes des consommateurs, aux problèmes des paysans, y compris pour les consommateurs sur les questions de l'eau. Donc peut-être en matière pour les consommateurs, comment est-ce que celle-ci pourrait-elle aider justement à supprimer cette précarité alimentaire qu'on connaît ou cette façon de s'alimenter de façon complètement irraisonnée, quoi. Oui, j'ai l'impression que dans le débat public, on a souvent tendance à opposer les agriculteurs et les consommateurs, qu'en gros, il faudrait choisir entre le revenu des agriculteurs et donc avoir des produits plus chers, mais du coup, on pourrait pas plein de gens ne pourraient plus les acheter parce que ça coûterait trop cher. En fait, il faut arrêter d'opposer les deux. Ce système de caisse, il permettrait à tous, encore une fois, de pouvoir conventionner des modes de production et de pouvoir avoir accès à une alimentation qu'on choisit tous démocratiquement. Donc, alors, avant de parler de matière d'eau, moi je fais partie de l'expérimentation bordelaise, donc je suis parce qu'on a 4 pôles de 100 personnes sur le département de la Gironde, donc je suis dans le pôle de ceux de Bordeaux, et effectivement on fait régulièrement le point. Le premier progrès absolument énorme pour les gens, c'est de choisir leur nourriture. Il y a énormément de gens, on n'imagine pas, qui depuis des années ne choisissent pas, et on fait des réunions mensuelles pour faire le point, et la chose qui m'a explosé à la figure, c'est le nombre de personnes qui ont dit « mais enfin, je retrouve le goût des légumes que me faisait ma grand-mère, je n'en mangeais plus jamais, je bouffais des conserves en permanence ». Parce que quand on est dans la précarité alimentaire, on ne bouffe plus que des conserves. Donc ce bonheur de bien manger, je ne sais pas comment ça se paye, mais c'est absolument énorme. Et le deuxième point, c'est quand on fait nos réunions pour choisir et conventionner les commerçants, on discute. Moi, je me souviens qu'on a discuté sur comment est-ce qu'on homologue tel marchand de légumes. Me disaient les gens, mais il est bien parce qu'il fait du raisonné. Alors j'aurais expliqué ce que c'était que du raisonné, de l'agriculture raisonnée. Il y a beaucoup de gens qui pensaient sincèrement que c'était une agriculture propre. Et donc ça fait monter d'un cran, je pense, toutes ces discussions que l'on a, les exigences et la connaissance réelle du monde alimentaire. Donc effectivement, il y a une prise de conscience qui est indispensable à la démocratie alimentaire. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le boulot que fait Dominique Paturel à Montpellier, c'est de s'axer sur cette notion de démocratie alimentaire. Excellent. Alors, on va passer, bien sûr, la parole à Ndika, mais Gisèle, tu voulais dire un mot ? En fait, les retours qu'on a sur Montpellier, sur Cadonnet aussi, j'ai lu la recherche action. En fait, le premier truc, c'est ce que tu disais, et c'est vraiment vrai, c'est que les gens, en fait, ils se sentent plus humiliés de ne pas avoir accès à l'alimentation, ils retrouvent de la dignité, ils ont accès à de la nourriture. Après, en fait, c'est petit, ces expérimentations, des fois c'est 400 personnes, 800 personnes. Du coup, on n'a pas encore le recul de savoir ce que ça fait sur les filières. Ça, mais par contre, sur ce que ça fait sur les gens, ça, on le voit. Exactement. Et alors, donc maintenant, à ton avis, Ndika, comment est-ce que ça pourrait aider à résoudre ce problème de la disparition du monde paysan, en fait, au profit Au fait, je rejoins tout ce qui a été dit, et on ne peut pas opposer les prix ou l'accès aux légumes ou aux différents produits pour les gens et les revenus des paysans, en fait. Il faut ensemble aller chercher des solutions et notamment aller dans les marges de la grande distribution aujourd'hui, mais pas que. Il faut aller plus loin, il faut qu'on se réapproprie les chaînes de distribution. Il faut aller chercher à capter dans tous ces intermédiaires dans lesquels il y a aussi une précarité salariale assez grande et aller récupérer tous ces enjeux, les mettre au bien commun et pas au profit de quelques-uns. Et du coup, réduire comme ça les coûts des aliments pour certains de nos concitoyens, mais en plus, pouvoir aller récupérer du revenu pour les paysans et les paysans. Je
peux juste ajouter un mot, c'est que pendant ce temps-là, Auchan continue de défiscaliser ses surplus qu'il apporte à la banque alimentaire, et donc tout le budget national de l'État pour l'aide alimentaire est absorbé à faire des cadeaux fiscaux aux supermarchés. C'est absolument dégueulasse. On paye 2 fois, on paye 3 fois, parce que ça fait des malades, ça fait la malbouffe. 1,5 milliard, me montre mon voisin, effectivement, qui sont comme ça d'argent public utilisés pour subventionner la malbouffe qui va aller mal nourrir les gens les plus précaires. C'est absolument dégueulasse. Eh bien, on a fait un tour rapide, mais un tour quand même assez complet, me semble-t-il, de ce problème complexe. Mais vous allez voir, on en reparlera dans de nombreuses années parce que ça va nous donner vraiment de la transformation. Merci beaucoup. Tu fais quoi le 10 septembre, toi? Oh, je sais pas. Ouais, moi non plus. Si, contrairement au Sénat, tu veux rien rater de l'actualité des mouvements sociaux, écoute Radio Commune. Merci beaucoup Didier et tes invités pour ce sujet fort intéressant. On va conclure, on a un peu changé notre programme, on va conclure avec une petite pastille que tu es allé chercher Rémi hier lors de la plénière d'ouverture. Salut Rémi. Salut, j'arrive juste du Zest et en fait j'avais encore mon Zoom qui était allumé et donc j'ai laissé allumer le Zoom dans une plénière et il y a des fois des choses assez extraordinaires et un camarade du Congo nous a fait un discours en rap qu'on peut écouter. Du Niger à Madagascar, la galère est la même. Des deux Congo à la Côte d'Ivoire, nos richesses sont les mêmes. Y a-t-il un homme pour me dire quel péché avons-nous commis? Y a-t-il une femme pour me dire quel sacrifice avons-nous omis? Amis d'un jour, ennemis d'une nuit, c'est ce que sont nos bienfaiteurs. Amis d'une mort, ennemis d'une vie, c'est ce que sont nos dictateurs. Amis de la guerre, ennemis de la paix, c'est ce que sont les vendeurs d'armes à l'ONU qui complotent avec des dirigeants mal élus. Du Nigeria au Botswana, les avancées sont les mêmes. Personne n'est dupe face à la récurrence de la guerre à l'est de la RDC, ça doit cesser. Je suis béni, je suis Katanga, mais je saigne encore et je saigne aussi dans le pôle. Pays riche, au peuple pauvre, c'est ce que sont nos copies d'État 2025. Soyez les bienvenus, c'est la vendetta qui a armé Sassou Nguesso face aux 400 000 morts de son coup d'État. Si ce n'est la France de Chirac et Jacques Foccart. 1993, j'ai perdu mon enfance. 1997, au Congo de mes ancêtres, j'ai dû vivre l'enfer. 1994, le Rwanda avait déjà trop souffert. 2024, on vient remettre les pendules à leur aller. Sonnez, sonnez, sonnez la vendetta. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. À vous. Encore une fois. Mort à la France-Afrique. Les plus forts. Ça fait yoga, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Mitterrand, Chirac et Sarkozy, rien n'a changé, je le répète, ça donne envie de se venger. Aéroport d'Antananarivo, lundi 5 novembre 2018, un Ivoirien se fait expulser pour avoir eu l'indécence de dénoncer l'occupation française dans les îles éparses. Terre, c'est aux malgaches spoliés en plein 21e siècle. Peut-on me dire ce que cela signifie? Amis à double face, partenariats à deux vitesses, ça a toujours été ainsi. Charles de Gaulle luttait contre l'occupation allemande, mais il occupait des territoires entiers en Afrique. De Gaulle luttait contre les forces du mal nazi, mais il réprimait dans le sang les révoltes en Afrique. C'est le cas des guerres d'indépendance au Cameroun comme en Algérie. Il n'y a pas de coopération france-africaine, il n'y a qu'un marché des dupes qui court depuis des siècles pour installer des dictateurs au pouvoir. Tant qu'il n'y aura pas de réparation, tous les démons de la France-Afrique n'entendront plus que des grognements. Ce n'est plus le temps des lamentations. Levez-vous, soyez prêts et déterminés avant que la plantation ne brûle. Élevez-vous, soyez prêts et déterminés avant que les dernières plantes ne brûlent. Yoga, génie, sonnez la vendetta, mort à la France-Afrique. À vous. Mort à la France-Afrique. Encore une fois. Mort à la France-Afrique. Les plus forts. Mort à la France-Afrique. Afrique. Et oui, mort à la France-Afrique avec 400 personnes qui sont en train de le faire, c'est assez impressionnant, mais c'était assez juste. Donc voilà, c'est les impromptus, les moments excellents.
C'est ça aussi, l'Université des mouvements sociaux et des solidarités. Voilà. Alors une petite information, puisque je reviens du Zest et il y a eu une émission et on fait les rediffs et normalement elles étaient à 20h ce soir. On a dit que Vince faisait son émission et heureusement. Et donc cette émission, elle sera rediffusée à 22h. Donc restez sur la clé des ondes. C'est vraiment une grande soirée de radio. Voilà, et tout de suite, donc c'est Spy Market avec Vince. Juste le temps d'envoyer peut-être une petite musique et de remercier Étienne à la technique, à la réalisation, Elliot, Didier, Camille, Patrick, Julie, Gérard et Rémi dans cette équipe de Radio Commune. Aujourd'hui, merci Rémi, et ça continue demain à 19h. Rendez-vous pour une nouvelle émission et rendez-vous au campus l'Université de Bordeaux, campus de Talence, Béthanie, Pexoto pour suivre aussi tous ces événements. Le programme est à n'en plus finir, c'est passionnant, on fait plein de rencontres, c'est top. Donc passez si vous avez le temps. Et merci de nous avoir écoutés sur la clé des ondes, sur le moment également, mon média partenaire. Et bonne soirée à l'écoute de la clé des ondes.